Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Alors, je vous ai laissé la possibilité de mettre vos caméras, d'afficher votre caméra si vous le souhaitez. C'est toujours plus convivial, mais ça vous appartient de l'ouvrir ou pas. Alors, je suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Clarisse Ugelet. Nous sommes d'abord collègues et puis on s'appelle un peu Dupont-Dupont parce qu'on a la même fonction. On est toutes les 2 chargées de certification pour ActiveCert. Et voilà, le binôme sera là aujourd'hui. Clarisse va intervenir un peu moins, interviendra plus dans le chat pour répondre aux questions-réponses, sur la deuxième partie du webinaire. Ce Bonjour à webinaire tous. est Bonjour. Ce webinaire est effectivement, enregistré, donc vous pourrez le retrouver, via, le site d'ActiveCert. On a aujourd'hui, alors d'après les profils que j'ai pu voir en inscription, des profils assez variés, donc c'est bien. J'espère que vous trouverez, tous autant que vous êtes, les réponses à vos questions et puis un éclairage sur ce qu'est le bilan de compétences et surtout sur, le lien entre le bilan de compétences et Calliope. L'objet aujourd'hui va pas être de vous expliquer en long et en large, votre métier de prestataire en bilan de compétences puisque vous le faites, au quotidien. On a néanmoins prévu de faire des rappels sur les points clés du bilan, en vous donnant les références, réglementaires et légales, sans rentrer dans le détail du réglementaire et légal, parce que ça, c'est un autre métier, sur l'aspect purement réglementaire. Pour autant, vous aurez, dans le PowerPoint qu'on a prévu, les références aux textes, qui vous permettront d'approfondir si vous le souhaitez. OK? Donc on focalisera essentiellement sur, les exigences Calliope par rapport au bilan de compétences. Alors j'ai mis un petit rappel effectivement sur, vous voyez bien mon PowerPoint ou pas? Oui? D'accord. J'ai commencé par un petit rappel sur, les objectifs d'un bilan de compétences pour qu'on parle bien de la même chose. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est bien 2 volets. D'une part, analyser les compétences professionnelles et personnelles du bénéficiaire. Et puis l'objectif, c'est bien entendu de définir un projet professionnel et éventuellement une formation. Alors c'est un peu élargi à un projet qui peut être aussi un projet d'orientation dans la mesure où certains n'ont pas forcément, de projet professionnel clair à l'issue d'un bilan, mais au moins, d'avoir des pistes d'orientation. Alors, quelques repères, en synthèse sur, le code du travail, puisque le point de départ du bilan de compétences, c'est quand même de souligner que c'est un des une des «actions» entre guillemets qui est, très cadrée dans le cadre du code du travail. On a d'abord un chamboulement un peu ou beaucoup de précisions avec la loi de septembre 2018, celle qui a quand même la loi qui a renforcé la liberté de choisir son avenir professionnel. Et en fait, qui est venu modifier les textes, sur le bilan de compétences qui avaient été initiés en 1991. Donc ça fait déjà quand même, quelques années. Donc septembre 2018 a précisé différentes choses. Donc je vous donne un peu les points clés de repère du code du travail concernant le bilan. D'abord, c'est 24 heures maximum. J'ai eu l'occasion, dans mes missions d'audit de voir des personnes qui faisaient plus de 24 heures. Ce n'est pas légal et là, c'est pas Calliope, c'est juste la légalité. Dans le code du travail, vous trouvez aussi 3 phases obligatoires. Une phase préliminaire où on va analyser la demande et définir les besoins. Alors souvent, elle vient préciser des besoins que vous avez déjà dans un premier temps identifiés, mais là, vous venez vraiment analyser les besoins de la personne et en définir, les points clés pour le bilan. La deuxième phase, c'est la phase d'investigation et là, on va explorer, et faire une certaine introspection pour définir les compétences de la personne et les pistes professionnelles, qui peuvent être envisagées. Et la troisième phase, qui elle aussi est obligatoire, c'est la phase de conclusion. Et il y a bien obligation de faire une synthèse et un plan d'action. D'accord? Ça, c'est pas une surprise pour la plupart d'entre vous, j'espère, puisque c'est dans les textes de base du bilan. Alors, l'autre point important, c'est qu'un bilan de compétences, ça peut pas être réalisé par une personne qui est dans votre entreprise. Si vous êtes,
dans une entreprise et qu'on vous propose un bilan de compétences, fait par une personne appartenant à l'entreprise, ça n'est pas possible. Il faut que la personne soit extérieure, il faut que la personne soit extérieure à votre entreprise. Et puis un autre point clé, des repères sur le bilan de compétences que vous connaissez, mais c'est le respect de la confidentialité et l'obligation du consentement du bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'a pas envie de faire un bilan de compétences, on ne peut pas le lui imposer. D'accord? Alors on a, je crois que je l'ai mis à la suite. Voilà, je vous ai mis un petit peu la liste des textes. On a des textes pour le privé et puis on a des textes pour, les agents publics et des textes qui varient selon, la fonction publique concernée. Donc là, c'est vraiment du code du travail et des aspects légaux dans lesquels je ne rentrerai pas, mais vous avez la liste un peu des textes et décrets, concernant le bilan de compétences d'un point de vue, légal. Ça va? Bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise ni pour les uns ni pour les autres. Alors, je voulais, avant de rentrer dans le détail des indicateurs Calliope, reprendre un petit peu la logique, prendre un peu de recul sur, le référentiel et le guide d'utilisation. Dans le guide Calliope, vous avez, alors je vous ai mis ça sous forme de cercle parce que je trouvais ça plus parlant. Vous avez d'abord les critères qui sont des thématiques générales et il y a 7 critères dans Calliope qu'on va détailler un petit peu, après. Donc vous avez d'abord les critères qui sont les grands thèmes de Calliope. Chaque critère est composé d'indicateurs. Les indicateurs sont soit communs, c'est-à-dire quelle que soit la catégorie d'action, que ce soit action de formation, apprentissage, bilan de compétences ou CFA, puisqu'il y a 4 catégories. Voilà, il y a une personne qui a du mal à se connecter et du coup, est-ce que vous voyez toujours mon PowerPoint ou pas? Ça va. Donc je disais, les critères, c'est les grands thèmes Calliope. Les indicateurs, sont des sous-thèmes en quelque sorte. Ils peuvent être communs ou spécifiques. Donc communs, toute catégorie concernée. Spécifiques, ils sont spécifiques aux actions de formation, au CFA ou, aux 2 autres catégories. Il n'y a pas d'indicateur spécifique pour le bilan de compétences. En revanche, vous retrouvez en sous-partie des obligations spécifiques. Ces obligations spécifiques sont aussi des exigences Calliope qui concernent une catégorie en particulier ou une action de formation en particulier. En l'occurrence, vous remarquerez qu'il existe dans Calliope des obligations spécifiques pour le bilan de compétences. D'accord? Pour le bilan de compétences, vous avez des obligations spécifiques, des indicateurs communs, puisqu'il n'y en a pas de spécifique au bilan, et puis les critères, donc les grandes thématiques générales. Vous voyez que j'ai ajouté la sous-traitance pour un autre OF, un autre organisme de formation. Il arrive en particulier dans le bilan de compétences que vous interveniez dans le cadre de sous-traitance pour un autre organisme de formation. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, vous avez dans le guide Calliope, donc dans le référentiel, une petite rubrique sous-traitance qui apparaît en bas de chaque page décrivant chaque indicateur. D'accord? On les reprendra le cas échéant pour détailler un peu ce que ça peut engendrer pour vous. Alors, j'ai défini les 7 critères Calliope, mais avec des thématiques un peu plus génériques que celles qui sont évoquées dans le guide. Le critère 1, c'est tout ce qui concerne l'information du public. Dans Calliope, on veut que l'information soit accessible, exhaustive et actualisée. Et ça concerne aussi le bilan de compétences. Dans le critère 2, c'est celui qui concerne l'analyse des besoins et la mise en place d'une action de formation ou d'un bilan. On est plus orienté conception, c'est-à-dire j'ai un besoin, comment je vais concevoir ma formation ou mon bilan. Le critère 3, c'est la réalisation, la mise en place de l'action ou du bilan. Le critère 4 parle des moyens, les moyens techniques pour que les choses se passent au mieux, les moyens humains pour que les compétences soient bien là pour dispenser le bilan. C'est valable pour l'action de formation aussi.
Le critère 5, moi je l'ai appelé ressources humaines parce que c'est dans ce critère-là qu'on vous demande d'expliquer comment vous recrutez, quelles compétences quelles sont les compétences dont vous avez besoin, comment vous vous formez, comment vous mettez à jour vos compétences. Le critère 6, c'est celui qui pose le plus questions en général, puisque le critère 6, c'est tout ce qui est l'environnement de votre organisme de formation. C'est tout ce qui concerne la veille, le handicap, le recours à des prestataires extérieurs, voilà, c'est tous ces éléments-là. Et le critère 7, c'est la satisfaction et l'amélioration continue. Voilà, je voulais revenir sur ces 7 grands thèmes pour qu'on ait bien le recul, pour comprendre ce qu'il y a derrière les grandes thématiques et les grands critères Calliope. Alors, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Et donc on va, comme je vous l'ai exprimé au début, fonctionner par critères. Donc on va prendre le premier critère qui est le critère, de l'information du public et dans le bilan de compétences, vous êtes concerné par 2 indicateurs qui sont communs. Dès qu'ils sont communs, ils vous concernent pour le bilan de compétences. Donc l'indicateur 1 demande que l'information soit accessible, exhaustive et à jour. Et il y a une obligation spécifique que vous voyez apparaître pour le bilan qui est tout simplement, qui est plutôt, quelque chose en moins, qui spécifie que les prérequis n'ont pas à être mentionnés. Donc dans l'indicateur 1, on vous donne toute une liste d'items sur lesquels vous devez informer le public. Pour le bilan de compétences, les prérequis, puisqu'il n'y a pas de prérequis par définition dans un bilan de compétences, vous pouvez vous affranchir de le mentionner. Alors l'indicateur 2, lui, vous demande de diffuser des indicateurs de résultats qui sont adaptés au bilan de compétences. Alors diffusion d'indicateurs de résultats, c'est des chiffres et c'est des données chiffrées qui permettent de suivre la qualité de la prestation. Donc pour le bilan de compétences, ces éléments-là doivent, alors qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est à vous de définir vos propres indicateurs. Ce qui est demandé, c'est qu'il y en ait au moins 2 et que ça permette de suivre la qualité de la prestation. Alors j'ai pas c'est à vous de créer les vôtres. Ça peut être la satisfaction des stagiaires, mais ça peut être, si vous prenez le référentiel, vous aurez des exemples, ça peut être le nombre d'enquêtes qui ont été faites par les bénéficiaires, ça peut être, voilà, trouver vos propres indicateurs qui vous parlent et qui témoignent de la qualité de vos réalisations. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Oui, en plus, il y a des exemples très spécifiques mentionnés pour le bilan dans le référentiel. Le nombre de bénéficiaires en début et en fin de prestation, voir s'il y a des départs. Ils sont explicitement mentionnés. Les entretiens de suivi à 6 mois, ça peut être aussi un indicateur. Est-ce que ils sont bien tous faits? Voilà, à vous de choisir des indicateurs de résultats, mais vous devez en avoir pour, le bilan de compétences. Aussi, si vous aviez une activité d'action de formation, de CFA, enfin toutes les catégories concernées, ça n'empêche pas que vous ayez aussi besoin d'indicateurs pour le bilan de compétences. Ça va? Alors, si vous êtes en sous-traitance pour un autre organisme de formation, vous voyez apparaître, je l'ai mis en bas du slide, vous n'êtes pas tenu d'informer le public sur, sur tous les items qui sont demandés. C'est pas vous qui informez, en général, c'est votre donneur d'ordre qui informe, le public sur ses particularités. Voilà pour le critère d'information. Alors, sur le bilan de compétences maintenant concernant ce que j'ai appelé conception, hein. C'est un terme à moi, le terme exact, est dans le référentiel, hein. Donc, pour ce qui est du critère 2, vous êtes, tenu de respecter les indicateurs 4, 5 et 6. L'indicateur 4 est un indicateur commun et il concerne l'analyse du besoin. Bien entendu, l'idée c'est
de vérifier que votre futur bénéficiaire a besoin d'un bilan de compétences, que c'est bien ce dont il a besoin et de s'assurer de pouvoir répondre à ce besoin. Et vous voyez là aussi une obligation spécifique au bilan. Et là, on vous dit que l'outil utilisé dans la phase préliminaire, donc dans la première phase du bilan, doit déboucher sur la co-construction d'un programme personnalisé. En décodant, ça veut dire que vous devez co-construire d'une part les objectifs que vous allez atteindre avec le bénéficiaire, qu'on a vu tout à l'heure de manière très générique, mais selon les cas, vous aurez besoin de les préciser. Et peut-être que du coup, il y aura des outils différents qui seront utilisés. Là, ce qui vous est demandé dans l'indicateur 4, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour décrypter ce besoin et pour derrière co-construire des objectifs et éventuellement l'utilisation de programmes, de documentation ou de points de passage différents. Là, on vous demande qu'est-ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Chacun a sa méthode. Je peux prendre le photolangage. Certains utilisent le photolangage, certains ont des grilles, certains font des tests, certains. Il n'y a pas de. Chacun a sa manière de fonctionner. Le tout, c'est que vous utilisiez un outil factuel, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet d'aller plus loin que de dire je veux changer de métier ou je veux suivre une formation. Ou... Ça va? Donc, grâce à cette analyse du besoin et cet outil qui va vous préciser les choses, oui, j'aurais peut-être dû préciser qu'en fait, dans l'indicateur 4, vous vous retrouvez avec un peu deux niveaux dans le cadre du bilan de compétences. Un premier niveau qui est est-ce que c'est bien le bilan dont la personne a besoin, mais ça, c'est fait avant la phase préliminaire en général. Et un deuxième niveau où vous approfondissez le besoin, qui lui est dans la phase préliminaire au sens des textes. Ça va? Si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Alors, et du coup, par ricochet, dans l'indicateur 5, qui est aussi un indicateur commun qui vous demande de définir des objectifs opérationnels et évaluables, ça découle un petit peu de ce qu'on vient de dire. Vous avez des objectifs de changement de métier, par exemple. Là, on vous demande de définir concrètement, de manière très opérationnelle, qu'est-ce qu'on va mesurer à la fin. Avec une obligation spécifique du bilan, d'avoir des outils et des grilles pour codéfinir les objectifs. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On analyse le besoin, mais dans l'analyse du besoin, on va aussi codéfinir les objectifs concrets qui vont permettre de mesurer les choses à la fin. Donc, il existe l'idée dans le bilan, c'est donc qu'il existe des outils et des grilles pour codéfinir les objectifs et des documents de synthèse. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être des objectifs en lien avec le développement des compétences à s'orienter. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de s'orienter, qui sait pas forcément si c'est changer de métier ou faire une formation. Alors, concrètement, ça peut être, je sais pas très bien si je veux devenir, heu, je sais pas, charcutier, boucher, peu importe, ou si je veux devenir, conseiller en orientation, comment à la qu'est-ce qu'il faut quel est mon objectif à la fin? À la fin, mon objectif, ça va par exemple d'être, de trancher sur le fait que je veux changer de métier ou pas. Ça peut être d'être en mesure de choisir entre, le métier de boucher et celui de, conseiller en orientation. Mais il faut que ces objectifs soient opérationnels et évaluables. Souvent et normalement, c'est ceux qui vous servent à la fin à vérifier que, vous les avez bien atteints. C'est souvent ceux qu'on va retrouver dans le document de synthèse. Alors, du coup, dans l'indicateur 6, indicateur commun encore, on vous demande de définir les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation et qu'ils soient adaptés.
Là, ça veut dire que concrètement, vous avez défini les objectifs. L'idée, c'est, comment les choses vont s'organiser derrière. Est-ce que vous faites, des entretiens d'1 heure et demie? Qu'est-ce qui va se passer dans ces entretiens? De bien Si je fais le parallèle avec une action de formation, là, on vous demande de définir qu'est-ce qui va se passer à la première, à la deuxième, au premier rendez-vous, au deuxième, au troisième. Même si c'est, potentiellement, si ça peut potentiellement évoluer, l'idée là, c'est d'être clairement d'avoir anticipé le déroulement des différentes séquences et les outils que vous allez utiliser forcément à chaque séquence, qui ne seront pas forcément les mêmes d'ailleurs selon les personnes, hein. Bon là, vous n'avez pas d'obligation spécifique, au bilan, c'est, un indicateur commun et on vous demande, pour faire le parallèle avec une action de formation, on vous demande une progression et une organisation de vos différents rendez-vous. Si vous êtes, en sous-traitance pour un autre organisme, là, il vous est demandé de prendre en compte les objectifs du donneur d'ordre. Quand vous êtes en sous-traitance pour un organisme de formation, c'est pas toujours vous qui définissez les objectifs, au moins, génériques. Peut-être que l'organisme, votre donneur d'ordre a déjà défini des objectifs. Ça veut que l'idée, c'est que vous puissiez prendre en compte ce que le donneur d'ordre vous a spécifié comme objectif. Ça va? Nous voici, alors j'ai toujours tendance à dire là maintenant, on rentre dans la réalisation, donc dans la mise en œuvre effective du bilan. Le bilan, il est programmé, on va démarrer la semaine prochaine et l'indicateur 9 nous demande encore un volet information. Il nous demande en indicateur commun comment vous informer votre bénéficiaire sur le déroulement de la prestation. Et l'obligation du bilan de compétences, c'est une information sur les engagements déontologiques prévus au code du travail et qui concernent le respect du consentement et la confidentialité. Donc, au-delà d'informer le bénéficiaire sur on va se voir à telle et telle date, ça durera ce temps-là et ça démarre à tel moment, et ça se passera à tel endroit. L'idée, enfin là, il est aussi demandé, c'est pas forcément à un moment précis, hein, mais d'informer le bénéficiaire sur le la confidentialité de vos échanges et sur la nécessité de son consentement. Donc là, c'était encore un indicateur qui a trait à l'information. L'information dans Calliope, c'est un sujet, important. Mmh. Alors dans l'indicateur 10, hein, on parle, adaptation de la prestation, de l'accompagnement et du suivi. Et là, pour le bilan, on demande que la convention précise la durée, le coût, le planning prévisionnel, la description des 3 étapes du bilan, la description des moyens, des outils et des méthodes et des modalités pédagogiques utilisées et les postures. Alors, la convention regroupe les postures du consultant. Souvent, dans la convention, on y retrouve tous les éléments légaux, réglementaires et les éléments de posture et les éléments de confidentialité. Souvent, on retrouve tout dans la convention. Et le planning prévisionnel, même s'il est amené à bouger, il doit être pré-identifié. Indicateur 11, là on parle atteinte des objectifs, on parle évaluation. Il n'y a pas d'obligation spécifique au bilan, donc c'est comme pour, les autres catégories. Et en général, on parle, document de synthèse. Alors
Vous pouvez avoir des évaluations en cours de formation pour valider tel ou tel point. Vous avez défini à un moment donné des objectifs opérationnels en début de bilan. L'idée, c'est de vérifier s'ils sont validés et quel est le plan d'action qu'il y a derrière. Donc souvent, il y a des évaluations au fur et à mesure pour s'assurer de la progression et qu'il y a, vous définissez en plus des objectifs opérationnels, des points d'étape à franchir. Euh, Je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? D'avoir vérifié quelles étaient ses compétences les plus importantes pour définir les métiers. Il peut y avoir un point d'étape, avoir défini les métiers, les 3 métiers clés qui correspondent à mes compétences. Il peut y avoir, après, c'est à vous de voir un petit peu les évaluations que vous voulez faire au fil du temps pour mesurer les avancées et au final, surtout, c'est ça qui est exigé, c'est qu'au final, vous ayez l'évaluation de l'atteinte ou non des objectifs définis au départ. L'exigence, elle est surtout sur l'atteinte des objectifs opérationnels définis au départ. Après, au fil du temps, vous avez tout intérêt à définir d'autres évaluations, mais là, il n'y a pas de choses imposées. Indicateur 12, là aussi, c'est un indicateur commun. Il a deux aspects. D'abord, on vous demande qu'est-ce que vous faites pour favoriser l'engagement des participants. Qu'est-ce que vous faites pour que le bilan leur donne envie de rester et qu'ils aient envie de continuer? Et qu'est-ce que vous faites pour limiter les ruptures de parcours? Alors, c'est un peu lié parce que en réfléchissant, vous trouverez que il y a des éléments pour qu'ils aient envie de rester et non de quitter le bilan, d'autant qu'en général, les bilans s'étalent sur plusieurs mois. Et vous êtes concerné par cet indicateur-là, puisque vous faites un bilan de 24 heures fait plus de 2 jours. Cet indicateur concerne les formations et les bilans qui ont plus de 14 heures, enfin plus de 2 jours. Et c'est vrai qu'un bilan faisant 24 heures, vous êtes concerné. Alors, c'est vrai que vous avez l'avantage que le bilan en général c'est individuel, que le bilan, on peut rappeler la personne assez facilement pour savoir ce qui se passe, pourquoi elle n'est pas venue et qu'il y a peu de ruptures, mais l'idée générale dans cet indicateur-là, c'est d'éviter les ruptures de parcours. Donc ça veut dire d'avoir quand même quelque chose de formalisé sur le sujet. Alors, quand vous faites d'autres catégories d'actions, vous formalisez quelque chose de générique. La formalisation, c'est plutôt, l'idée, c'est qu'est-ce que vous faites si quelqu'un n'est pas là? C'est comment, vous analysez, heu, vous le rappelez ou pas, vous le contactez pour analyser pourquoi il n'est pas venu. L'arrière-pensée de ça, de cet indicateur-là, il est de pouvoir améliorer la pédagogie, par exemple. Il est de voir comment, si j'ai des départs, est-ce que ces départs sont dus à des facteurs extérieurs ou alors est-ce qu'ils sont dus à la manière dont je fonctionne qui ne correspond pas? Et de pouvoir améliorer dans ce cadre, améliorer, la manière dont vous fonctionnez. Indicateur 17, donc on passe au critère 4 qui concerne les moyens. L'indicateur 17, il est commun. On parle de mise à disposition des moyens humains et techniques, c'est-à-dire des salles de formation, des compétences des personnes qui pratiquent le bilan. Et on a une obligation spécifique au bilan, justement, c'est que d'abord l'environnement doit être discret et confidentiel. Ça doit garantir la confidentialité, ça va sans dire, mais c'est écrit noir sur blanc.
et les personnes qui font le bilan doivent être habilitées, si les tests l'exigent, hein. En tout cas, les tests n'exigent pas toujours une habilitation, mais dans le cas où une habilitation est nécessaire, vous devez pouvoir prouver à l'auditeur que la personne est formée et qu'elle a cette habilitation. Ou alors vous ne passez pas ce test-là, mais c'est l'idée. Hem, donc l'indicateur 18, lui, est aussi commun et il parle de mobilisation et de coordination des intervenants internes et externes. Alors en décodé, c'est, comment je garantis une coordination, si j'ai des prestataires extérieurs ou comment, si nous sommes plusieurs en interne, on garantit que, les choses sont fluides, que vous avez un réseau commun, qu'il y a que les informations circulent bien et que, les personnes se coordonnent, correctement. Donc pas d'obligation spécifique sur cet indicateur. Pour l'indicateur 19, on parle des ressources pédagogiques mises à disposition du bénéficiaire et appropriation si besoin. Il n'y a pas de particularité pour le bilan. Là, bah, je pense que vous connaissez. Les ressources pédagogiques, c'est tous les documents que vous transmettez. Si jamais ça passe par une plateforme, par exemple de LMS ou mise à disposition d'un outil particulier, là, c'est ce qui est demandé. Il faut prévoir d'abord qui, si c'est à distance, qui sera l'assistance technique et pédagogique. Et puis, si vous utilisez un LMS ou un outil spécifique, comment vous expliquez aux candidats comment se l'approprier? Souvent, c'est fait pendant les rencontres bilan, mais pas toujours. Donc, il faut que vous ayez prévu comment il peut s'approprier le bilan. Alors oui, la visioconférence est à distance, au même titre que les autres plateformes. L'idée, c'est en visio, par exemple. Heu, Souvent, c'est l'interlocuteur, le consultant ou le formateur que la personne a en face, mais s'il y a un problème technique, qui intervient? Parce que souvent, c'est le formateur, mais voilà. Il est demandé que vous expliquiez et que ce soit effectivement, formalisé quelque part. Si vous avez un problème, appelez, un tel ou un tel. Et je vous rejoins, c'est quand même plus lié au e-learning pur, cette, exigence Qualiopi. Parce que quand vous êtes seul face à votre ordinateur, l'idée c'est que vous puissiez appeler quelqu'un s'il y a une difficulté. Mais pour la visio, c'est aussi de la formation à distance ou du bilan à distance. Ressources humaines, donc indicateur 21, on vous demande comment vous déterminez, vous mobilisez, vous évaluez les compétences des intervenants internes, externes. Donc là, c'est, quels critères font que vous allez recruter une personne ou une autre? Comment, vous allez contractualiser si c'est quelqu'un d'extérieur ou interne? Et comment vous évaluez les compétences? Alors, vous n'avez pas tous, des structures importantes et qui font qu'il y a des entretiens annuels ou des entretiens professionnels ou des éléments clés. Quelquefois, quand vous êtes seul, l'idée, c'est au moins d'avoir réfléchi à comment je m'organiserais si je recrutais. Ce serait quoi mes critères? Pas de spécificité sur le bilan de compétences. On a parlé tout à l'heure des exigences d'habilitation si vous faites passer des tests particuliers, mais il n'y a pas là de particularité, sur le bilan. Pour l'indicateur 22, beh, c'est comment vous entretenez et développez vos compétences et celles de vos salariés. Donc si vous êtes seul, vous êtes concerné, hein. L'arrière-pensée, c'est de se former, tout au long de la vie et de développer vos compétences. D'avoir prévu, de vous former sur tel ou tel thème ou au moins de suivre des webinaires ou au moins les webinaires sont aussi du développement de compétences. Les modules en e-learning que vous suivez ici ou là peuvent être aussi du développement de compétences. Voilà, l'idée c'est de prouver qu'est-ce que vous faites pour vous développer.
Alors, les sous-traitants, je vois les questions qui s'affichent. Les sous-traitants sont concernés par l'indicateur 21, pas par l'indicateur 22. Alors, c'est un peu la même idée, hein, parce que dans le 22, on vous demande est-ce que vous avez un plan de formation interne pour vous et vos salariés. Dans le 21, on vous demande comment vous évaluez vos formateurs extérieurs, hein. Donc il y a un peu la même idée, comment vous évaluez et puis comment qu'ils puissent prouver qu'ils se forment et que leurs compétences évoluent aussi. Donc oui, avec des sous-traitants, il faut que vous vous assuriez qu'ils ont des compétences à jour parce que le monde va tellement vite que s'ils ne se forment pas au continu, il y a fort à parier qu'ils soient un petit peu obsolètes dans leur fonctionnement très vite. Donc c'est ça l'idée. Pascal, on peut peut-être préciser Ouais. sur les sous-traitants que ce qu'on va aller rechercher sur le 22, effectivement, c'est tout ce qui va concerner le maintien et le développement des compétences des personnels internes, mais que sur l'indicateur 27, qui est l'indicateur spécifique à la sous-traitance, quand on s'assure du respect du référentiel, on va aussi chercher à tracer justement cette veille et le maintien de compétences des intervenants sous-traitance. Oui, après le numéro d'indicateur, sur le 21 ou sur le 27, on a la sous-traitance dans des 2 côtés et gardez en tête la philosophie de effectivement, un sous-traitant, vous devez le piloter. C'est un peu nouveau, hein, mais un sous-traitant, vous devez le piloter et il doit, effectivement faire évoluer ses compétences parce qu'encore une fois, ça va tellement vite que s'il ne le fait pas, ben, vous aurez, des pratiques vite obsolètes. Alors, on parle environnement professionnel de l'organisme. C'est les indicateurs qu'en général vous aimez bien, c'est tout ce qui est veille. Alors, on a 3 types de veille. Le 23, le 24, le 25. L'indicateur 23, c'est la veille sur votre métier, enfin, sur votre centre de formation. Donc, c'est des aspects légaux et réglementaires concernant votre organisme. Le 24, c'est la veille sur votre métier, donc bilan de compétences. Et le 25, c'est la veille sur la pédagogie et les innovations technologiques. Le 25, c'est la veille sur le métier de formateur ou de consultant. Alors, je prends un exemple, l'indicateur 23, donc sur votre centre de formation, c'est comment je m'assure d'avoir les dernières nouveautés sur le CPF, par exemple, ou sur la dernière version de Calliope, ou sur un nouveau texte réglementaire qui change, qui change un élément. Je peux prendre un exemple parce que j'ai sur ELOF, version d'avril 2025, je m'aperçois que les documents des organismes de formation doivent être gardés 5 ans. Alors, c'est peut-être moi qui n'avais pas bien compris. Pour moi, c'était 3 ans. Et là, vous pouvez être contrôlé sur des documents de 5 ans. Voilà, ça c'est un exemple. Et donc ça, si vous êtes sur le CPF, en général, en bilan de compétences, vous êtes sur le CPF, donc veillez à bien, vous tenir à jour et à trouver un moyen de rester en veille sur ces nouveautés. Il y a, des bruits d'évolution, du référentiel Calliope. Bon, pour l'instant, il n'est pas sorti, tout le monde en parle, mais par contre, il y a fort à parier que, d'ici quelques mois, on ait une version, qui aura évolué. Donc la question, c'est comment vous allez savoir qu'il y a une nouvelle version? Alors sur une nouvelle version Calliope, tout le monde en parle, en général, il y a moins de mais voilà, tous ces aspects légaux et réglementaires, trouver, un moyen de rester au courant et on est bien en indicateur 23 sur tout ce qui concerne la veille de votre organisme de formation. Comment vous savez que la convention de formation doit avoir tel et tel, doit comporter tel et tel item, par exemple? D'accord?
Indicateur 24, là, en général, il n'y a pas de souci. C'est l'évolution des emplois et des métiers dans vos secteurs d'intervention. Alors, c'est l'évolution du bilan de compétences pour partie, mais c'est surtout comment vous allez aider vos bénéficiaires pour les aider à s'orienter vers, en tenant compte des évolutions actuelles. Qu'est-ce que vous leur mettez à disposition comme base de données pour qu'ils aient les dernières, les dernières versions des observatoires des métiers, par exemple? Alors après, certains d'entre vous font des bilans de compétences dans des métiers particuliers. Par exemple, dans le métier du social ou dans le métier de la logistique, enfin dans des secteurs d'intervention très spécifiques. Là, ça veut dire que vous ciblez à ce moment-là le métier dans lequel vous intervenez en particulier. Voilà. Et indicateur 25, c'est la veille sur les évolutions pédagogiques et technologiques du métier de formateur ou du consultant. Alors là, on a bien sûr toutes les nouvelles technologies qui évoluent sans arrêt et des aspects pédagogiques. Pour vous, ça peut être, je ne sais pas, comment vous restez en veille sur, hem une nouvelle manière de pratiquer le bilan, un nouvel outil, si un outil, on peut parler pour faire par exemple des évaluations à distance ou passer vos questionnaires à distance avec Forms ou, voilà, chacun a son niveau des outils différents. Certains mettent en place justement un LMS ou un outil pour partager les observatoires de tous les métiers. Il y a pas de règle. L'idée, c'est comment vous êtes au courant qu'il y a une nouveauté qui sort d'un point de vue pédagogique ou une nouvelle technique ou un nouvel outil ou quelque chose qui fasse évoluer le métier de formateur, votre métier de consultant. Alors, l'indicateur 26, lui, concerne le handicap. La question, c'est comment vous prenez en compte les situations de handicap pour vos bilans? Quel est votre réseau pour accompagner ou former ou orienter les personnes en situation de handicap? Alors, faites pas des listes à la Prévert. Là, je sors un peu de mon rôle, mais ayez enfin, un ou 2 interlocuteurs locaux qui vous aident, ça suffit, hein. Faut raisonner, par contre, il faut au moins 2, puisqu'on parle de réseau dans le référentiel. Donc il vous faut un réseau que vous puissiez contacter, et qui soit actualisé. Le réseau de 2021 ne marche plus, pour ceux qui seraient en renouvellement. Vous recevez peut-être pas de personnes en situation de handicap ou vous n'en avez peut-être pas reçu, mais l'idée c'est l'inclusion et que vous ayez réfléchi avant à qui j'appelle si j'ai une personne en situation de handicap et que je ne sais pas répondre. C'est ça l'idée. Alors, l'indicateur 27, c'est un indicateur commun, pas spécifique au bilan. Et là, on parle de sous-traitants, donc de prestataires extérieurs. Il faut que vous assuriez qu'ils respectent le référentiel Calliope. En fait, de manière plus large, vous devez piloter les sous-traitants. Si vous regardez ce que dit l'indicateur 27 dans le détail, vous devez les piloter. Ils doivent avoir un contrat précis, ils doivent avoir connaissance de Calliope, ils doivent avoir une démarche, enfin connaître votre démarche qualité, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire et les éléments qu'ils doivent vous restituer. Si vous êtes en sous-traitance, on a une particularité pour l'indicateur 26 handicap. Il faut soit que vous ayez un réseau d'interlocuteurs à contacter en cas de situation de handicap, ou que votre donneur d'ordre vous donne son réseau, vous donne les contacts de son réseau. Mais il faut que vous puissiez là aussi réagir et savoir à qui vous adresser. Alors de plus en plus, on voit dans les contrats apparaître la mention en cas de si vous avez un stagiaire ou un bénéficiaire en situation de handicap, contactez notre référent handicap ou contactez un tel qui pourra vous aider.
Nos 3 derniers indicateurs. Indicateur 30, alors il est commun, le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes et vous voyez qu'on a une obligation spécifique. Alors je pense que celui-là, vous l'avez vu depuis longtemps, pour le bilan de compétences, puisque vous n'êtes plus concerné que par les appréciations des bénéficiaires et des équipes pédagogiques. On ne vous demande plus les appréciations des financeurs et les appréciations des entreprises pour le bilan de compétences. Alors pour les entreprises, ça paraît complètement évident et pour les financeurs, c'est un peu la même idée, souvent c'est du CPF, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de questionnement à faire euh, sur sa satisfaction. Puisqu'en fait, le CPF, alors de manière plus large, le CPF a répondu que c'était pas la peine de leur envoyer des questionnaires puisque l'argent appartenait aux bénéficiaires. Donc c'est pas eux qui finançaient, c'était le bénéficiaire directement. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont modifié. Pourquoi la satisfaction des équipes pédagogiques? Pourquoi ils vous demandent la satisfaction des équipes pédagogiques? Ah bah dans le référentiel, en indicateur commun, vous devez vous inquiéter, est-ce que vos formateurs sont contents? Je caricature, mais est-ce que vos formateurs ont des idées d'amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées et qu'il faut changer? Il faut que vous ayez ça, hein. Alors quand vous êtes seul, encore une fois, c'est vrai que c'est souvent la satisfaction du bénéficiaire heu, qui qui vous sert à vous me à vous, qui sert, qui entraîne votre propre satisfaction ou pas. Si vous avez des bénéficiaires pas contents, vous serez vous-même, insatisfait. Mais ça peut être intéressant quand même de réfléchir à la fin de chaque bilan, et de faire un petit point. Il y a question qui est passée, mais que j'ai pas vue. On la reprendra tout à l'heure, dans pas très longtemps du coup, maintenant. L'indicateur 31, on a un indicateur commun. Le prestataire définit et met en œuvre des modalités pour traiter les réclamations, les difficultés et les aléas. Il n'y a pas de spécificité au bilan de compétences. On vous demande s'il y a un problème, comment vous faites pour le traiter et quelle action vous mettez en face. De la même manière, indicateur 32, on vous demande de mettre en œuvre des mesures d'amélioration et de démontrer une démarche d'amélioration continue. Je vais imager un peu mon discours. On vous demande, vous vous coupez, je vais prendre un exemple très concret, vous vous coupez le doigt. L'indicateur 31, vous traitez, vous désinfectez, vous mettez un pansement. L'indicateur 32, ça fait 3 fois que vous vous coupez le doigt au même endroit. L'indicateur 32, on est plus dans du préventif, on dit: «Bon, qu'est-ce que je fais pour, ne plus utiliser de couteau?» par exemple. Et on est dans une démarche où on va plus loin et où on améliore, alors là, c'est quand il y a eu un problème. 32, vous pouvez aussi bien sûr, avoir des améliorations sans qu'il y ait eu de problème. Et on vous demande de tracer ça. Alors il n'a jamais été demandé de faire des choses compliquées, hein. Mais on vous demande néanmoins, regardez l'exigence Calliope, comment vous mesurez la satisfaction? S'il y a un problème, comment vous le traitez? Et si le problème il est récurrent, comment vous allez plus loin et comment vous améliorez les choses? Alors, si vous êtes en sous-traitance pour un donneur d'ordre, attention parce que c'est un peu nouveau. Dans l'indicateur 30, on vous demande désormais de recueillir l'appréciation des bénéficiaires et du donneur d'ordre. C'est pas parce que vous êtes en sous-traitance pour quelqu'un que vous n'avez pas à vous préoccuper de la satisfaction de la personne que vous avez eue en bilan. En général, vous le savez, hein. Mais celle du donneur d'ordre, vous l'avez pas toujours. Donc dans le cadre de la sous-traitance, à vous de voir avec le donneur d'ordre. Voilà, en synthèse, je vous ai listé un peu les exigences Calliope pour le bilan, avec les obligations spécifiques du bilan. Heu
et j'ai mis, mais on en a parlé, effectivement, le prérequis de tout ça, c'est de maîtriser les exigences légales et réglementaires du bilan de compétences avant de raisonner Calliope, parce que c'est un des points clés. Et que dans Calliope, inévitablement, on va aussi vérifier que vous maîtrisez tout ce qui est légal et réglementaire pour le bilan, même si Calliope est officiellement, et c'est écrit, pas un audit réglementaire. Pour autant, dans le cadre du bilan, comme c'est un prérequis, on le vérifiera. Et puis, le deuxième point, c'est que pour les exigences Calliope, on a 22 indicateurs, dont 16 communs et 6 avec des obligations spécifiques du bilan. Voilà, voilà. Alors, est-ce que on va reprendre les questions? On en a répondu à beaucoup au fil du temps parce que j'avais un pop-up qui s'affichait. Oui, il y a quelqu'un qui a eu du mal à se connecter apparemment. Si les points joints sont annexés à la convention. Ah, le problème, c'est que je ne sais plus de quoi on parlait. C'est Alors, d'annexer les questions, elles ont été traitées au fil de l'eau, Pascal, où tu y as répondu. Il y a juste la dernière question là de Amida Benrabia qui demande pourquoi est-ce qu'on ne sollicite pas l'appréciation des financeurs sur le bilan de compétences. Ah bah, c'est alors, c'est un peu ce que je disais, c'est mentionné d'abord dans le référentiel, c'est une obligation spécifique, donc ça a été allégé et il n'y a plus de demande de satisfaction de financeurs. Et ce que je disais, c'est que je pense, mais là c'est moi qui parle, que c'est parce que beaucoup des bilans de compétences sont financés CPF et que le CPF a dit que c'est pas lui qui finançait, c'était les personnes. Puisqu'en fait, la caisse est c'est l'argent des bénéficiaires qui sert à financer les bilans de compétences dans le cadre d'un CPF. Ça va? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tous les points détaillés de la convention doivent-elles être dans la convention ou possible en annexe? J'ai pas d'avis là-dessus. Possible en annexe, assurez-vous. Enfin, moi j'aurais tendance à faire signer quand même les points de. Bon, là c'est un avis très personnel, mais s'agissant de confidentialité de ces aspects-là, c'est toujours intéressant qu'il y ait un retour là-dessus. Mais je pense pas que ce soit obligatoire, hein. Référez-vous à l'exigence telle qu'elle est mentionnée dans le guide pour être plus sûr. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou des questions auxquelles j'aurais pas répondu? Parce que la première, je suis pas sûre qu'on y ait répondu. Ah, dernière question d'Amida. Merci Émilie. Bah, j'espère en tout cas, l'idée c'était effectivement de vous apporter un éclairage sur tous ces aspects-là. Je vais peut-être clôturer en réinsistant sur le fait que Calliope ne vous dit pas comment travailler. Donc vous avez vos propres systèmes. Calliope vous donne des exigences et un niveau à atteindre et des obligations spécifiques, mais après le comment, il vous donne des exemples, hein, mais ça s'arrête là. Il ne vous dit pas si vous avez un document pour répondre à 3 indicateurs, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous puissiez répondre à un indicateur, aux exigences. Ça va? Ben, écoutez, je vous remercie tous. Et puis, à très bientôt. Alors, prochain webinaire, ce sera plutôt septembre, sauf si actualité, Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le site ActiveCert, vous allez trouver un lien pour vous inscrire à une newsletter. Si vous inscrivez à la newsletter, vous aurez l'info sur nos prochains webinaires et en même temps des actualités diverses et variées.
Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt, au revoir.